Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre. C'est quoi la guerre? Effectivement, vous l'avez sans doute remarqué, il y a un conflit armé entre l'Empire russe et l'Ukraine. Alors, la guerre qui avait disparu des ondes radio en Europe, et plus largement dans le monde occidental, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un petit interlude en Yougoslavie. Mais bon, bombarder la Yougoslavie sans autorisation, sans mandat de l'ONU, c'est pas très grave, parce que les Yougoslaves sont méchants, hein, comme les Russes. C'est des Slaves. Les Slaves sont méchants, c'est des ogres, des ours qui veulent envahir le monde. Rappelez-vous de la guerre de Crimée, n'est-ce pas? Alors, toujours dans l'esprit de la chaîne, nous allons faire une partie un peu historique, philosophique et politique, puisque tout est politique dans la vie. Alors, mon introduction, c'est... mais c'est quoi la guerre? Y a-t-il différents types de guerres? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises guerres? Pourquoi doit-on faire la guerre? Etc., etc. Alors, déjà, aujourd'hui, dans la société actuelle occidentale, faire la guerre, c'est mal. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est relativement récent que faire la guerre, c'est mal. En particulier en Occident, puisque dans le reste du monde, par exemple en Inde, je vous invite d'ailleurs à le lire, lisez la Bhagavad Gita. C'est un poème épique avec Vishnu et son avatar Krishna qui partent en guerre, et à travers différents passages, c'est un poème qui explique les choses importantes, mauvaises dans le monde, comment se purifier pour atteindre un haut niveau de karma, pour échapper à la réincarnation, etc. Mais tout cela sous couvert d'une guerre. Alors ça change radicalement du christianisme, hein, vous en conviendrez. Voilà, c'est intéressant. Donc ça veut dire que la guerre n'est pas perçue pareil dans différentes cultures déjà. Et puis ensuite, notre culture occidentale, européenne, je rappelle que à l'Antiquité, chez les Spartes par exemple, la guerre c'était quand même autre chose, perçu très différemment qu'aujourd'hui. D'ailleurs, d'une manière générale, même pendant le Moyen-Âge, je pense que la guerre a changé, on va dire, bon, ça j'en parlerai plus dans la partie historique, mais à la Renaissance. Hein. Voilà. La guerre avant, que ce soit au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, faisait partie intégralement de la vie. C'était pas quelque chose en soi de mauvais ou de bon, c'était une nécessité, on va dire. Hein. Donc voilà. Alors la Russie, à la différence de l'Occident, la Russie a quasiment été tout le temps en guerre. Après l'Empire soviétique, elle a tout le temps été en guerre parce que d'abord c'est un pays énorme, gigantesque, et puis elle a eu des conflits armés avec beaucoup de ses républiques satellites, sans parler de la Yougoslavie bien évidemment, de l'Afghanistan et de la Yougoslavie également, hein. Mais voilà. Alors il faut distinguer, je pense aussi, deux choses, c'est que en Europe, nous avons eu l'habitude d'avoir des conflits à l'extérieur, chez l'autre, notamment en Afrique. Et puis là, c'était pas très grave, parce que si vous voulez faire la guerre en Afrique pour des mercenaires, par exemple, ou des soldats classiques, hein, mais on va parler des mercenaires aussi, c'était relativement relax, parce que quand vous maîtrisez le ciel, eh bien, vous n'avez pas trop à craindre. Hein, si vous avez un équipement militaire supérieur, c'est un peu les vacances, quoi, faire la guerre en Afrique. Alors, bien évidemment, il y a des morts, etc., mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le conflit ukrainien. Les mercenaires et l'OTAN, d'ailleurs, je vous mettrai une vidéo à ce sujet, parce que le numéro
le chef d'état-major ukrainien, je crois, enfin j'ai oublié son nom, mais vient de reconnaître qu'en fait il y avait une base de l'OTAN en Ukraine. Nachrichten für einige der deutschen Politiker. Europa ist bereits im Krieg. Russische Cruise Missiles attackieren das NATO-Übungszentrum angegriffen. Das habe ich errichtet. Das ist nur 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Und Putin greift. Alors, commencez à vous interroger. Donc, il y a une base de l'OTAN en Ukraine. Donc, les Russes ont raison, alors. Les Russes font une guerre préventive. S'il y a une base de l'OTAN en Ukraine, alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN ni de l'Europe, les Russes ont raison. Donc, ils se défendent. Alors, et cette base de l'OTAN, qui accueillait ces gentils mercenaires venus défendre la démocratie. Donc je rappelle un Écossais de 65 ans, ou 60, enfin bon, je passe des... Bon, c'est sans doute un gentil monsieur, hein, qui croit vraiment défendre la démocratie. Tout ce beau monde s'est pris un missile hypersonique, il me semble, sur la tête, et ça en a remué plus d'un, parce que si vous ne maîtrisez pas le ciel, c'est plus la même guerre, c'est pas les mercenaires en Afrique. Hein. Alors en Irak, ça a été peut-être un peu plus chaud, hein, mais ça n'a plus rien à voir. Hein. Vous pouvez vous prendre un missile sur la tête à tout moment, et voilà. Donc ça, c'est quand même autre chose. Alors maintenant, donc, s'il y a une base de l'OTAN en Ukraine, donc les Russes font une guerre de pacification. Donc les Russes étaient en danger. Donc, ils ont fait une guerre préventive de pacification. Et alors, sans parler des troupes accumulées tout à fait à l'est de l'Ukraine, et qui sont maintenant d'ailleurs assez acculées par la mâchoire russe, il y avait bien quelque chose qui se préparait. Donc les Russes ont sans doute raison, je le redis. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les guerres de pacification, hein, puisqu'il y a les bonnes et les mauvaises guerres. Je rappelle que la guerre d'Algérie, la conquête de l'Algérie fut avant tout une guerre de pacification. Je rappelle que donc l'Algérie, à cette époque-là, était sous occupation turque, et que les pirates turcs, sont allés jusqu'en Islande chercher des esclaves, faire des raids. En Islande, l'Islande, c'est quasiment aux États-Unis, hein, d'accord ? Donc si les types sont capables d'aller jusqu'en Islande pour faire des raids et chercher des esclaves à vendre sur leur marché aux esclaves à Alger, je pense que ces types étaient quand même des fous furieux. Alors, bien évidemment, il n'y avait pas que des Turcs, hein, il y avait des Anglais convertis, des Hollandais. D'ailleurs, c'est un Hollandais anglais. De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, les malins, hein, on retombera toujours sur un Anglais ou un Hollandais, c'est quand même étrange. Hein. Convertis à l'islam, c'est sans doute les plus méchants. Et c'est eux qui ont donné les routes d'accès pour l'Islande, etc. C'est eux qui ont expliqué aux Turcs que là-bas, il y avait des beaux blonds et des belles blondes. Ça se vend bien, hein, au marché à Alger, ça part tout de suite. Hein. Alors, d'ailleurs, ce monsieur... c'est une histoire vraie, hein, parce que il y a un monsieur qui a écrit son histoire, un Islandais, qui a été donc capturé, vendu comme esclave et après libéré. Et il raconte que son fils, ou sa fille, je ne sais plus, a été acheté par un marchand juif pour un chrétien à Jérusalem. Vous voyez, parce que les chrétiens à Jérusalem, à cette époque-là, ne pouvaient pas avoir de concubines ou de femmes musulmanes. Hein. Et encore moins juives, bien évidemment. Donc voilà, il fallait prendre des chrétiens. Donc les chrétiens se vendaient bien sur le marché d'Alger. Et vous savez que les Américains et les Suédois ont fait une guerre préventive de pacification contre les Turcs à Alger. Parce qu'ils pirataient tout. D'accord ? Donc, et cette guerre a pris fin lorsque les Français ont envahi Alger. Les Français n'ont pas envahi l'Algérie, parce que l'Algérie n'existait pas. Donc ils ont envahi Alger. Ils ont pacifié Alger. Donc il y a bien des guerres de pacification. Quand vous êtes harcelé, quand vous êtes sans cesse attaqué par des petits raids, vous voyez, c'est comme les moustiques. Au bout d'un moment, le moustique, paf, vous lui éclatez la tête. Hein. C'est un peu ce qui se passe en Ukraine. Voilà, donc mauvaise guerre, bonne guerre, voilà, guerre de l'information, on va en parler aussi. Voilà, bon, je termine ma petite introduction et maintenant on va passer sur l'aspect historique. Alors, la guerre d'une manière générale a toujours existé. Bon, alors je fais bien évidemment, je suis pas contre la guerre, hein, parce que la guerre est une nécessité de la vie, mais bien évidemment,
les premières victimes de toute guerre sont les civils qui n'ont rien à voir là-dedans. Et là, tout mon soutien aux civils qui souffrent en Ukraine, bien évidemment, s'ils n'ont rien à voir dans ces guerres. C'est triste, mais c'est ainsi. Il faut les évacuer au plus vite, ce qu'essayent de faire les Russes a priori. Bon, voilà. Alors, revenons à l'histoire. Déjà, la guerre a toujours existé, elle s'est complexifiée en même temps que les sociétés, bien sûr. Donc on va partir de la préhistoire. Donc dans la préhistoire, on va dire que c'était des guerres tribales, de survie territoriale, de ressources. Si vous regardez d'ailleurs toutes les tribus qui ont gardé un sens tribal, même dans l'ère moderne, c'est-à-dire jusqu'à la conquête de l'Ouest par exemple, les Amérindiens, c'était des guerres extrêmement sauvages. Les Amérindiens, entre eux, il y avait des vendettas, des raids, des tortures, vols de femmes, etc. C'est des guerres de survie. Vous voyez, quand vous n'avez plus assez de femmes dans votre clan, il faut aller chercher des femmes à l'extérieur par exemple, pour pouvoir créer de la ressource humaine. Donc ça, c'est les guerres tribales. Donc c'est peut-être des guerres qui peuvent être sauvages, ce cannibalisme, le totem, l'invention du totem. Bon, là, il faut relire Galen, l'homme, l'invention du totem, etc. Les rites sacrificiels, l'invention de la religion, parce qu'il faut justifier les actes d'horreur. Parce que d'une manière générale, et ça on verra après, tuer demande suffisamment de force. Donc soit de haine, ou soit un prétexte, ou une protection, ou de peur. C'est pas évident de tuer quelqu'un comme ça. Et ça, vous allez le voir, parce qu'il y a des statistiques qui parlent de ça dans les guerres. Bon, ensuite, nous allons à l'Antiquité. À l'Antiquité, c'était plutôt des guerres de cités, parce que la nation n'existait pas encore à cette époque-là, donc des guerres de cités. C'était un peu des guerres tribales aussi, dans le sens où chaque cité se protégeait, et ainsi de suite. Et ensuite, il y avait aussi des guerres contre l'envahisseur, notamment en Grèce, avec les fameux Spartes, contre les Perses. Voilà, mais ça restait des guerres, on va dire, de survie, des guerres violentes, certes, mais même si les Grecs se sont spécialisés en castes guerrières, je veux dire, même comme chez les Germains ou tous les Indo-Européens, d'ailleurs. Les Indo-Européens sont une caste guerrière. Vous avez une caste guerrière chez les Indo-Européens. C'est des sociétés de conquête et de guerre, il ne faut pas se le nier. Les Indo-Européens sont violents. Mais violents dans le sens du guerrier, d'accord, voilà, pas de la torture inutile, enfin, voilà, les sociétés tribales sont beaucoup plus violentes, dans des sociétés un peu plus évoluées, organisées, plus complexes, la torture, etc. est moins présente, c'est moins, parce qu'il y a une sorte de moralisation qui se crée. Tout du moins, ça devient plus professionnel, si vous voulez. Donc on va arriver, alors je refais une petite parenthèse sur une période très intéressante qui est en Europe. Vous avez, avant l'arrivée des Européens, vous avez eu une période dite de la civilisation des mégalithes. Elle est intéressante parce qu'a priori il n'y a pas eu trop de guerre durant cette période. Vous savez, de Stonehenge aux alignements de Karnak en Bretagne, et le Doggerland et ainsi de suite. Il n'y a pas eu on n'a pas de traces de guerre violente, de morts trop violentes et ainsi de suite. Donc il y a peut-être eu une période de pacification, mais sans doute lié en fait peut-être à je veux dire, de grands espaces disponibles, de la ressource disponible à foison, etc. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse, c'est intéressant. Bon, nous arrivons à la Renaissance, et la Renaissance, là, la guerre commence à changer, puisqu'on commence à aller on s'approche de l'ère industrielle. Alors, c'est les fameuses... je refais une parenthèse sur l'Antiquité, et notamment Rome. Rome, parce que j'ai oublié d'en parler, Rome a fait la guerre de conquête, mais c'était parce que c'était un empire. Quand vous êtes dans un empire, vous conquérez des territoires pour étendre l'empire et apporter la civilisation aux autres, aux barbares. Et là, les Romains étaient des guerriers professionnels. D'accord, donc très disciplinés, très organisés, professionnels, et c'est comme ça qu'ils ont pu battre tous les Celtes, tous les Germains, parce que les Celtes et les Germains, ils étaient toujours un peu tribaux, et eux, la guerre, c'était les questions d'honneur, donc on allait se battre torse nu, on se jetait contre l'ennemi, voilà, pour mériter le paradis, le Valhalla chez les Germains, et ainsi de suite. Donc, tandis que les Romains deviennent professionnels, donc ils commencent à mettre en place des systèmes d'attaque, de défense, etc. Et on se professionnalise, et les soldats sont payés, etc. Notamment, vous savez, petite anecdote, si vous ne le savez pas, les Romains donc ont créé la Roumanie, parce que la Roumanie, en fait, c'était des terrains donnés aux soldats. Voilà, d'accord ? Intéressant. Donc voilà la création de la Roumanie.
Donc, on arrive à la Renaissance et là, on commence à entrer dans les périodes dites de guerre moderne, de guerre de rangée, alors grande bataille et ainsi de suite, relativement discipliné. Mais alors là, il faut quand même déjouer quelques mythes hollywoodiens parce que Hollywood est une machine à créer des mythes et dans la guerre, il y a beaucoup de mythes. La guerre de rangée, vous savez, rangée, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait les Anglais et les Français face à face. Messieurs les Anglais tiraient les premiers. Et on avait les mousquets, et puis boum, on tirait. Mais en fait, il y avait très peu de morts avec ces mousquets parce que ça visait mal, ça tirait mal. Donc on peut dire que quand les guerres de rangée commençaient à se tirer dessus, ça durait quelques minutes. Et puis après, il y avait la charge. Hein. Et il y avait très peu de morts en fait, il y avait peut-être, on estime à 10 à 14% de morts dans les tirs de rangée. Et à la baïonnette encore moins, parce qu'en fait les batailles duraient très peu de temps en réalité, c'est pas comme dans les films américains, ça durait très peu de temps et ensuite l'un des deux parties craquait très vite et s'enfuyait. Et il y avait plus de morts lorsqu'on poursuivait les fuyards, parce que là, du coup, en fait, on les traite de vermines, c'est des sales rats, ils fuient, alors là, on les tue. C'est plus facile de les tuer dans ce moment-là, c'est toute la lâcheté humaine, vous comprenez, que face à face, là, on se respecte un peu plus, on a plus d'appréhension. C'est pas évident de tuer quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui fuit, donc qui devient une sorte de sous-animal, d'animal, vous voyez, tuer un rat, ça pose pas trop de problèmes pour les humains. Voilà, donc ça c'est quelque chose à méditer. Donc guerre civile également en Amérique, donc là on commence à rentrer, alors, il y avait les guerres tribales qui étaient des guerres civiles, d'accord ? Tout le monde dans la tribu, tout le monde se battait, quoi, je veux dire, c'était des guerres de survie de clan. Ensuite, on est passé dans le Moyen-Âge, l'Antiquité a commencé à professionnaliser l'armée, les Roms, etc. Et les Romains partaient faire la guerre, c'était des militaires professionnels. Hein. Et ensuite, on est rentré dans une période, le Moyen-Âge, où la guerre était professionnelle. Hein, le chevalier, l'honneur, ne pas reculer, toutes les grandes batailles, etc. Où souvent, et il y avait aussi très peu de morts, en fait. Hein. C'était des batailles qui étaient extrêmement rapides. Vous imaginez vous battre avec un glaive pendant des heures ou une épée longue, non, c'est pas possible. Hein. C'est que dans les films, ça. Et là, on retombe dans les guerres dites modernes et on retombe dans des guerres civiles. Et la première étant Alors, il y a eu la guerre de 30 ans tout de même, qui a marqué l'Europe, parce que la guerre de 30 ans, j'en parle souvent, mais parce qu'elle est très importante. Et là, on a commencé à avoir des mercenaires. Et ça, les mercenaires, si vous voulez, c'est les pires, parce qu'eux, ils n'en ont rien à calter. C'est des gens de pays étrangers qui viennent dans un pays. Alors là, ils tuent, ils violent parce qu'ils sont payés. Quand vous êtes payé, vous tuez. Si vous êtes mal payé, vous ne tuez pas. Et alors ça, je vais vous en parler après. C'est assez intéressant. Donc on arrive dans les guerres modernes. La première grande guerre moderne qui est de l'industrie moderne, c'est la guerre civile américaine, où on a commencé à bombarder. Alors Napoléon a commencé aussi à utiliser l'artillerie, parce qu'en fait, qu'est-ce qui tue dans les guerres modernes? C'est pas les affrontements face à face, c'est l'artillerie. Donc les tanks, mais surtout l'artillerie et les bombardements. La Première Guerre mondiale, ça a été quasiment 70% des morts, c'est lié à des bombardements. Idem dans la Seconde Guerre mondiale. Dans toutes les guerres modernes, ce sont les bombardements. C'est pour ça qu'on vous montre des images en Ukraine terribles où des immeubles sont complètement détruits, etc. Parce qu'en fait, dès que les civils partent, les Russes bombardent. Hein, je rappelle que les Américains, eux, ils bombardent avec les civils. Hein, j'en parlerai aussi sur le Cambodge. Donc les guerres modernes incluent les civils parce que c'est des guerres de destruction. Ça c'est un point nouveau parce qu'en fait la technique de l'artillerie permet de détruire une ville complète. Alors ça je rappelle donc quand même une chose intéressante à se rappeler, c'est que les Américains et les Anglais qui aujourd'hui critiquent les Russes en disant ce sont des barbares, crimes de guerre, il y a 5-6 civils qui meurent, c'est la fin du monde, et ainsi de suite. Mais je rappelle tout de même que pendant la Seconde Guerre mondiale, ces gentils Anglais et Américains, alors que la France n'était pas totalement un ennemi, puisque De Gaulle était à Londres, il y avait la résistance, ont allègrement bombardé et détruit des villes entières françaises. Hein. Des villes entières françaises. Saint-Nazaire totalement détruit, Tilly-la-Campagne, Calais, Vire, Dunkerque, Vire, Bocage, Boulogne, Le Havre, Beauvais, Saint-Lô, Falaise, Lisieux, Lorient, Brest, enfin, et d'autres. Et dans cette liste-là, il y a des villes qui sont entièrement détruites. Mais entièrement, d'accord ? Avec des milliers de civils morts. Et c'est les Alliés qui bombardent les Français. Et là, on fait c'est un scandale en Russie parce qu'il y a quelques civils morts.
Hein, ce qui est déjà trop, mais enfin bon, voilà. Ensuite, je rappelle également que les Alliés ont bombardé à Dretz, en Allemagne, donc à la fin de la guerre en 1945, au phosphore. Alors, peut-être que c'est pas que le phosphore, bon, peut-être pas, mais enfin, en bombe incendiaire. Vous savez, là, Zelensky a commencé à dire qu'il y avait des bombes éclairantes, que c'était du phosphore. Hein, ce monsieur n'a peur de rien. Les Allemands ont subi des bombardements, peut-être pas au phosphore, mais en bombe incendiaire, à Dretz. Je crois que la moitié des morts sont des corps complètement calcinés, on n'a pas pu les reconnaître. Et je rappelle qu'à Dretz, il y a eu 35 000 morts dans le bombardement, dans un bombardement. Enfin plusieurs, parce que ça a duré longtemps. Mais c'est une ville détruite, 35 000 morts, dont 25 000 corps défigurés qu'on n'a pas pu reconnaître. Je ne parle même pas des 2 bombes nucléaires sur le Japon. Hein, parce que qui a envoyé des bombes nucléaires sur le Japon? Encore les Américains. C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois. Hein. Alors maintenant, je vais vous faire une petite parenthèse sur le Cambodge. Alors, le Cambodge où je vis, un pays que je connais bien, puisque c'est un pays qui m'a adopté, le Cambodge, je dirais, a subi plus de bombardements que ce que les Alliés ont bombardé durant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner une idée. Donc c'est énorme. Le bombardement du Cambodge est énorme. Il y a eu, je crois, 200 000 sorties de bombardement. D'accord? Vous imaginez? Et alors je rappelle que c'est le système de tapis de bombes américain. D'accord? Donc en fait, c'est des bombardiers, les B-52, etc. C'est pas un. C'est 10 avions alignés, 10 sur des rangées de 20. D'accord? Donc qui volent en formation et qui lâchent des bombes. Alors bien sûr, ils ont bombardé la piste Ho Chi Minh principalement, mais un peu partout aussi, un peu la capitale, jusqu'au Vietnam. Alors je ne parle même pas du Vietnam, le Vietnam a été bombardé au phosphore, à l'agent orange. Il y a encore des naissances aujourd'hui d'enfants handicapés, en 2022, dû à ces bombes sales. Et là, en Ukraine, oulala, je veux dire, enfin bon, vous voyez les 2 poids, 2 mesures. Hein? Mes chiens font la guerre. Donc vous voyez, c'est quand même, on a bombardé le Cambodge, mais d'une manière complètement délirante. Et ça, c'était bien, parce qu'en fait, c'était contre le communisme, donc c'est une bonne guerre. Quand les Américains, quand l'OTAN fait la guerre, ce sont des bonnes guerres. Quand les autres font les guerres, ce sont de mauvaises guerres. Hein, ça, c'est la puissance marketing américaine. Enfin, au bout d'un moment, quand même, les gens se réveillent. Si la guerre de Vietnam s'est arrêtée, non pas parce que les Américains ont perdu, parce qu'ils auraient pu continuer à bombarder pendant 5 ans encore, c'est parce que le peuple américain s'est révolté. Au bout d'un moment, le peuple se réveille et se révolte. Et là, je pense qu'avec la guerre en Ukraine, il y a tellement de propagande otanienne, je veux dire que c'est tellement exagéré, c'est tellement que ça va nuire. Ça va leur nuire à un moment donné, d'accord? Maintenant, on sait pourquoi les Russes ont attaqué. C'est une guerre de pacification préventive. Les Ukrainiens allaient attaquer. Maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, je rappelle qu'une guerre de pacification, une guerre de défense préventive, une attaque préventive, les Américains en ont fait plein. Hein, et ça, c'est bien. Hein, l'Irak, l'Afghanistan, ils étaient même prêts à attaquer la Corée du Nord. Hein. Heureusement que Rocketman a des missiles, hein, et puis des gros missiles. Hein. Heureusement, il n'a pas le choix, sinon il serait déjà envahi. Vous comprenez? Alors maintenant, d'un point de vue, maintenant qu'on a terminé sur ce point de vue historique, on va passer sur la partie philosophique. Alors déjà, d'un point de vue philosophique, il faut quand même faire la différence entre ce que c'est qu'un soldat et un guerrier. D'accord? Durant la préhistoire, il y avait des guerriers. Jusqu'à l'Antiquité, on parlait de guerriers. Jusqu'au Moyen-Âge, on va parler de guerriers. D'accord? Un guerrier est un soldat professionnel, on va dire, qui dédie sa vie à protéger les siens. D'accord? Il vit dans une éthique. Chez les Japonais, les samouraïs, le Bushido, les chevaliers européens, français, etc., le guerrier viking, etc., ont tous des éthiques.
Alors bien évidemment, ça va pas être les mêmes pour tout le monde. Ça va pas tuer pour un viking à l'époque de l'ère viking, tuer un moine dans une église, pour eux ça posait pas trop de problèmes de morale, d'accord. Ils avaient une morale différente. Les Spartes tuaient les nouveau-nés mal formés parce qu'ils voulaient pas de mal formés dans leur population. Vous voyez, donc la morale elle fluctue avec le temps et l'environnement. Hein. Par contre, ce qui est tout à fait immoral, c'est de tuer ses propres enfants dans toutes les civilisations. Hein. Tuer ses propres enfants, l'adultère, tromper, coucher avec sa sœur. Vous voyez, il y a des choses qui sont immorales. Il y a des choses qui sont immorales, et ça c'est quasi universel parce que c'est du bon sens, parce que ça nuit à la survie humaine, à notre survie. D'accord ? C'est quasi biologique. Là, tout ce qui est pédophilie, etc., ça n'existe dans aucune société. Hein ? Dans aucune société. Il y a des rites initiatiques assez étranges dans certaines sociétés. Hein. Même au Cambodge, hein, dans certaines tribus, il y a des rites initiatiques qu'on pourrait dire un peu libertaires hein, d'un point de vue chrétien. Mais en aucun cas, la pédophilie, manger ses enfants, tuer ses enfants, tromper sa femme, l'adultère, enfin vous voyez, il y a des choses qui ne se font pas parce que sinon, la race, le sang ne peut pas se reproduire. Ouais. Voilà, bon. Alors d'un point de vue philosophique, et ça, vous voyez, les malins, c'est ce qu'ils font. Les pédophiles, les rites sataniques, enfin, toutes ces choses que les malins font, vous voyez, quand vous... Einstein, toute l'affaire Epstein, etc., tout ça, ce sont des trucs de malades mentaux. Hein. Ça, c'est le malin, c'est les mauvais. Mais le guerrier, c'est pas ça du tout. D'accord ? Le guerrier, c'est tout à fait l'opposé. Il vit dans l'éthique, dans une éthique extrêmement forte. Il a des codes moraux. Il y a une certaine façon de faire la guerre. Et ça, c'est le guerrier. Je ne parle pas des guerres de sauvages, hein, de tribal. Ça, c'est des guerres de survie totale. Là, en fait, quand vous êtes dans une guerre de survie totale, l'éthique disparaît, bien évidemment. Hein. Quand il faut défendre sa peau à tout prix, la morale est limitée au strict minimum. Alors maintenant, le soldat, c'est quelque chose de moderne. Le soldat, c'est apparu, et notamment le soldat non professionnel, c'est apparu dans la première, même pas, on va dire à partir de la guerre civile américaine. C'est-à-dire en fait, on est rentré dans la guerre industrielle avec l'artillerie dont je vous ai parlé, qui tue. C'est l'artillerie qui tue. Ah oui, j'ai oublié de parler on va en parler maintenant. L'artillerie, c'est elle qui tue. C'est pas les dans les tranchées, par exemple, dans les tranchées, parce qu'il y a eu ou même après dans la guerre jusqu'à la guerre de Vietnam, les Américains ont fait des demandes, des statistiques, etc. En fait, dans les tranchées, par exemple, quand vous alliez à la charge, etc., peu tirer vraiment sur l'ennemi, d'accord ? Parce que, de toute façon, pourquoi ? Enfin, c'est-à-dire, vous la haïssez pas, sauf à être totalement, je veux dire, à avoir eu un lavage de cerveau extrêmement fort, il vous a rien fait l'Allemand en face, hein, plus ou moins, quoi. Hein. Donc en fait, il y avait très peu de tirs mortels de soldat à soldat. Chez les appelés, notamment chez les conscrits, hein, les soldats professionnels, c'est un peu différent. Et en fait, il y a eu des études de fait parce que le soldat, c'est souvent un appelé, un conscrit. Même au Vietnam, c'était le cas. Et au Vietnam, il y a eu des statistiques de fait. Il y avait pendant la guerre de tranchées, il y avait 10 à 14, je crois, % de tirs réels et très peu mortels. Enfin, parce qu'on visait pas bien, on visait à côté. On n'avait pas envie de tuer quelqu'un comme ça. C'est très compliqué. Et durant la guerre de Vietnam, il y avait ils ont augmenté la puissance de tir. Il y avait 80%, 90% de tirs effectifs. Mais très peu de morts. Ils tiraient, mais n'importe comment. Ils visaient pas vraiment, d'accord ? On entendait un bruit dans la jungle, on tirait, on défouraillait. Voilà. Ce qui tue, 70% à 80% des morts, c'est l'artillerie, d'accord ? Les bombardements, c'est ça qui tue. Ça, c'est les guerres de soldats, c'est-à-dire non professionnels, appelés, conscrits, etc. Vous n'avez pas. Et après, les Américains ont fait une étude également, très intéressante, toujours après la guerre du Vietnam. Et ils ont dit, mais si on vous paye, est-ce que vous tuerez ? Et là, c'était oui. Si je suis payé, assez une bonne somme d'argent, on va dire, hein, je suis prêt à tuer, d'accord ? Vous voyez ? Mais de tuer comme ça un ennemi parce qu'on dit que c'est un ennemi, non, c'est pas très motivant en fait. Ouais. D'un point de vue philosophique, c'est très intéressant parce que. Et alors, la différence du soldat professionnel, c'est que le soldat professionnel, on l'entraîne à tuer. D'accord ? Donc ça devient mécanique. D'accord ? Mais pareil, c'est-à-dire, ce qui tue en réalité dans les guerres modernes, ce sont les bombardements. D'accord ? On le voit d'ailleurs en Ukraine. Dès que les Russes ont évacué les civils d'une ville, ils bombardent. Et je rappelle que les Américains, eux, bombardent avec les civils. Hein, Cambodge, Vietnam, Irak, Afghanistan, et ainsi de suite.
Donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est que c'est compliqué de tuer quelqu'un si vous n'êtes pas dans un phénomène de haine. D'accord ? Alors ça peut arriver, hein. Ça peut arriver notamment quand les guerres commencent à durer, et ainsi de suite, et que ça devient une guerre civile en réalité, d'accord ? Une guerre de survie civile. Mais sinon, très peu en fait, même 14-18, hein, à Verdun, la grande bataille de Verdun, en fait, il n'y a pas eu tant de morts, je veux dire, d'homme à homme, hein. C'est des mythes ça. Si vous voulez, à Verdun, il y a eu 2,4 millions de soldats mobilisés, il y a eu 300 000 morts, d'accord ? Et 900 000 blessés. Ce qui est très peu en réalité, d'accord ? Et 40% de blessés, d'accord ? Et en fait, la plupart des blessés et des morts sont liés au bombardement. Hein. Voilà, alors voilà, d'un point de vue philosophique, si vous voulez, le guerrier, quand vous êtes un guerrier sous le code du Bushido ou code de la chevalerie française ou européenne, vous tuez pas énormément en fait, d'accord ? Souvent, c'est des batailles plus psychologiques qu'autre chose, on blesse, etc., mais on ne va pas forcément jusqu'à l'acharnement violent de la mort. Parce qu'on essaye d'avoir un code éthique. Et d'un point de vue moral, c'est pas évident, sauf si vous êtes sous l'emprise de la haine, mais à part ça, c'est pas évident pour ceux qui se sont battus comme moi, j'ai un petit peu d'expérience, hein, quand je travaillais comme portier. Celui qui vous agresse immédiatement, ok, vous y allez, vous le défoncez. Mais son copain qui arrive, etc., pas forcément. D'accord ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On est attaqué, donc on riposte, et après, on va le poursuivre. Ça nous arrive au vu, ce qu'on ne devait pas faire. Hein. Bon, ouais, ça, c'est l'achat. Vous voyez, quand je disais qu'en fait, la plupart des morts dans les batailles du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité, batailles rangées, etc., c'était à la poursuite de l'adversaire. Parce que quand l'adversaire fuit, ça devient un sous-homme. Hein, ça devient voilà. Et là, on va le poursuivre et on va essayer de l'achever. Et là, on devient violent. Parce qu'on est sûr de soi, on est boosté, vous voyez. Mais même là, de temps en temps, on en poursuivait, etc. Mais par moments, j'avais l'occasion après de l'achever, on va dire, mais pas, je veux dire, de lui mettre quelques coups. Et en réalité, souvent, je ne le faisais pas, d'accord ? Le type tombait, etc. Puis après, je lui disais, bon, allez, casse-toi. Parce que vous voyez, si vous n'avez pas une haine profonde, vous ne tuez pas en fait. C'est très compliqué de tuer. C'est pas ce qu'on vous montre dans les films. Les batailles étaient très rapides, etc. Ce qui tue, c'est les bombardements, les missiles. Hein. Quand les Russes envoient un missile hypersonique dans la base de l'OTAN qui n'existe pas en Ukraine, et que la plupart des mercenaires qui sont venus défendre la démocratie au nom de valeurs qu'ils ont vues dans des films hollywoodiens, hein, et bien là, la plupart des mercenaires sont repartis. Hein. Illico presto. Parce que ouais, se prendre un missile hypersonique sur la gueule, ça ne fait pas de différence. Et là, tout le monde meurt. Donc ça, c'est autre chose. Voilà. C'est ça qui tue. Voilà, donc je termine sur la partie philosophique. Donc bien distinguer le guerrier, l'âme du guerrier, l'esprit du guerrier, le bushido, le code d'honneur, la défense du pauvre, de la veuve, l'orphelin, etc. La défense de son territoire. Distinguer ça du soldat moderne, qui était souvent un conscrit, ou la guerre moderne dite de boucherie, qui est une guerre de bombardement. D'accord ? Je rappelle que par exemple le pape, alors je ne sais plus à quelle époque, avait interdit des arbalètes, parce qu'en fait c'était trop... on pouvait tuer à distance. Et c'est le début de l'artillerie. Ouais, et ceux qui tuent en réalité, ce sont les snipers. Oui, un sniper, il va tuer lui, parce qu'il est très loin, et il tue à distance. Mais tuer à la baïonnette, etc., mis à part être dans un accès de rage démentiel, ou alors être vraiment attaqué, ou sous l'emprise de l'alcool, parce que je rappelle qu'en fait, l'alcool joue un rôle dans toutes les guerres. Hein. L'alcool et les drogues, hein. Les Américains droguaient les soldats au Vietnam pour qu'ils tuent. Hein. Je veux dire, c'est 14-18, avant chaque attaque, on se tapait une bouteille de gnôle. Hein. Ouais, vous comprenez ? C'est pas, si vous n'êtes pas dans un esprit éthique, dans une guerre galante, etc., l'alcool aide beaucoup. Hein. Idem, quand les nazis faisaient des pogroms, etc., ils étaient tous à moitié bourrés, les mecs. D'accord ? Alors, d'un point de vue politique, en réalité, nous vivons déjà une guerre mondiale. Hein, mais c'est une guerre mondiale de l'information. C'est une guerre mondiale, si vous voulez, philosophique et politique, dans le sens où c'est la guerre mondiale qui met en jeu deux camps, le camp des mondialistes et le camp des souverainistes. Et au-delà de ça, c'est le camp de la déconstruction.
perte des valeurs traditionnelles, etc., etc. Bon, j'en ai déjà parlé, j'ai plein de vidéos là-dessus, donc allez, vous irez voir, mais que veulent ces gens-là? Ils veulent déconstruire les sociétés, déconstruire les nations, pour créer une sous-société de consommatrices capitalistiques, je veux dire, tirées vers le bas, pour pouvoir continuer à créer leur monde marchand et hyper capitaliste. Face à eux, il y a des sociétés plus traditionnelles, donc j'inclus la Russie dedans. Je ne juge pas la société russe, je ne juge pas Poutine, je dis juste que ces sociétés traditionnelles, mais ça peut être les Tchétchènes par exemple, parce qu'on parle beaucoup des Tchétchènes, mais d'ailleurs je vous mettrai à ce propos-là, je vous mettrai sur la société traditionnelle tchétchène, qu'on peut critiquer, je veux dire, voilà, l'homosexualité est interdite, bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est une société soudée, d'accord ? Товарищ глава Чеченской Республики, полк имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова по вашему указанию для выполнения боевой задачи построен. Et la société russe, l'empire russe d'une manière générale, est une société soudée dans la tradition. Eh bien, ces sociétés-là, mais j'inclus l'Inde, la Chine ou le Cambodge, l'Asie du Sud, l'Amérique du Sud, le Brésil, le Venezuela, le Mexique en grande partie, l'Iran, la Syrie, ne veulent pas de la société occidentale déconstruite. Ils ne veulent pas de... Je vous mettrai la photo, cette histoire de travesti, enfin je ne sais même pas comment, un homme qui est devenu une femme, et qui en natation, d'accord, en natation, éclate toutes les femmes. Mais c'est un mec. Il n'a pas la même musculature. Où est-ce qu'on va dans la société occidentale? Où des travestis ou des transgenres ou je ne sais pas quoi se disent femmes et vont faire des compétitions olympiques avec les femmes. Mais enfin, attendez, à un moment donné, il faut arrêter le délire. Moi, je veux bien qu'il y ait des homosexuels, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Eh bien, la Russie, les Tchétchènes, l'Inde, la Chine, l'Iran, le Brésil, je veux dire, la moitié du monde, mais c'est même pas la moitié du monde, c'est les 3/4 du monde en réalité, ne veulent pas de ce modèle de société. Et en réalité, la guerre qu'on vit, c'est ça. Pourquoi l'Europe, les Occidentaux sont devenus hystériques? Personne n'est devenu hystérique quand l'OTAN a bombardé la Yougoslavie, à ma connaissance. Il n'y a pas eu, je veux dire, voilà quoi. Là, c'est une hystérie créée par cette propagande où le modèle occidental, démocratique, je rappelle ce grand-père écossais qui vient défendre la démocratie en Ukraine, le pauvre, il n'a rien compris, ce pauvre gars. Il n'a rien compris. Il est en train d'aller défendre le wokisme. Il est en train de défendre des valeurs que lui-même n'aime pas, mais il ne le sait pas. Donc le jeu qu'il y a aujourd'hui et cette hystérisation vient du fait que nos élites, nos dirigeants, ces mondialistes ont cru pouvoir aller jusqu'au bout de leur rêve messianique de cette société déconstruite, avec plus qu'une seule classe de travailleurs consommateurs et l'élite, les sachants, les intelligents, ceux qui vont bénéficier du transhumanisme, de la vie éternelle, sont en train de prendre conscience que le monde ne veut pas de leur modèle. C'est ça l'hystérie. C'est ça ce qui se passe. C'est pour ça que Poutine est méchant. C'est pour ça que Kadyrov est méchant. C'est pour ça que on va dans une telle folie avec des acteurs de cinéma mis comme président de la République en Ukraine, où on va tolérer, mais quelque chose qui est quand même assez incroyable, on va tolérer des unités néo-nazis qui se revendiquent comme telles, et en disant mais non, ça c'est pas très grave, c'est des bons nazis, parce qu'il y a les bons nazis et les mauvais nazis. Mais il faut arrêter les conneries à un moment donné, d'accord? Donc ça, c'est la guerre mondiale dans laquelle on est. On est dans un paradoxe. L'Ukraine est un paradoxe total, puisque l'Ukraine joue sur les valeurs nationalistes que ces mêmes mondialistes haïssent.
Mais là, comme c'est contre ce réveil des nations non occidentales qui veulent garder leur société traditionnelle, eh bien là, ok, il y a quand même un bon nationalisme, il y a un bon nazisme, d'accord? Quand il va défendre les valeurs de la déconstruction. C'est quand même, on est dans un paradoxe, mais fou. Je veux dire, il faut que les gens se mettent à réfléchir quand même, d'accord? Et tout ça est monté en épingle par la plus grosse machine de propagande qui n'a jamais existé sur Terre, que Hitler, oui, Adolf Hitler lui-même admirait tant, Hollywood. Cette machine de propagande est juste incroyable. On est quand même dans un monde hallucinant où on prend des images de Donetsk, c'est-à-dire au Donbass, bombardées par des missiles ukrainiens, on fait des unes de couverture en disant que c'est des attaques russes. Je veux dire, à un moment donné, enfin, tout de même, il faut se réveiller. Les Russes font des montages d'images de jeux vidéo et on dit que ce sont des bombardements russes à Kiev. Alors, je veux bien que les Russes bombardent de temps en temps une école, etc., qui est occupée par des soldats. Mais il faut l'expliquer. Les Russes font extrêmement attention. Ils ont envoyé des tapis de bombes, non. Je rappelle les 200 000 sorties de bombardement au Cambodge, hein, qui était un pays plus ou moins neutre, je le rappelle aussi, ou les villes détruites françaises par nos alliés. Donc la question c'est, politiquement, de quel modèle de société voulons-nous? Est-ce qu'on veut le modèle états-unien à tout prix, ou est-ce qu'on veut un modèle russe, enfin, c'est-à-dire traditionnel, un peu fort, la tchétchène, etc. Non, on veut ni l'un ni l'autre, nous, Français. On veut ni l'un ni l'autre, on veut notre propre modèle. Mais pour ça, il faut qu'on sorte de ce marasme, de cette emprise psychologique folle, de ce délirium que les Américains et les Anglais nous offrent, nous imposent. Il faut arrêter ça tout de suite. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Donc là, les élections en France arrivent, votez bien, je le redis, Mélenchon, Le Pen ou Zemmour, je vois personne d'autre. Mais un des trois, d'accord? Un des trois pour sortir de cette emprise, de ce mensonge, de cette hypnose. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Donc, voulons-nous, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un modèle politique immoral, géré par des malins, dirigé par des malins, par des sectes plus ou moins pédophiles, par des gens qui n'ont aucune morale? Mais regardez les Biden en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le fils Biden en Ukraine, qui couche avec des gamines? Et le père qui renifle et qui plotte des enfants. Mais c'est ce modèle-là dont vous voulez. Il faut les États-Unis, il faut que Trump revienne illico presto le plus rapidement possible. Ou quelqu'un d'autre, même quelqu'un avec des valeurs morales. Et les gens vont se battre en Ukraine pour défendre ces valeurs-là face à un pays, la Russie, qui est peut-être une dictature, j'en conviens, mais qui met les pédophiles en prison, qui met les malins en prison. Je veux dire, avec un sens moral. Les Tchétchènes, on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Mais enfin, ils vivent dans un sens moral. Ces types-là ne vont pas violer dans des caves des petits gamins. Enfin, à ma connaissance. Hein. Après, tout est possible. Hein. Donc, de quel modèle politique voulons-nous? C'est la véritable question. Ce conflit est une sorte... Alors, ça c'est la fin de la politique. Voilà, ma conclusion. La guerre a toujours existé, existera toujours, mais il y a la guerre éthique, une guerre morale, une guerre de professionnels qui peut être menée pour une juste cause. Si nous prenons le cas... Alors, bien évidemment, plus les sociétés se sont complexifiées, et aujourd'hui nous avons des armes de destruction, je ne parle même pas des armes nucléaires, mais des armes de destruction. La plupart des morts dans toutes les guerres sont liées au bombardement, d'accord? Très peu de morts face à face. Vous voyez, quand vous voyez les mecs se tirer d'un immeuble à l'autre, ils peuvent tirer pendant des heures. Hein. Il y a 0 mort. Hein. Je veux dire, alors c'est ok si un sniper arrive peut-être à distance, peut tuer quelqu'un, mais voilà, au bout d'un moment on envoie une bombe et puis ça détruit l'immeuble et le mec qui est à l'intérieur, parce que des fois il y a une personne, hein, bah, il meurt. Voilà. Donc c'est très spectaculaire. Mais ça, les Russes le font, je le redis, quand ils retirent la population. Hein. À la différence des Américains qui, eux, bombardent population incluse. Ça s'appelle dommage collatéral, une invention américaine. Cambodge, Vietnam, Irak, Afghanistan, j'en passe et des meilleurs. France. Donc, pour conclure,
Le guerrier vit selon des codes moraux et d'honneur, d'accord, à ne pas confondre avec le soldat et encore moins avec le mercenaire, qui eux tuent pour l'argent. Le soldat peut éventuellement tuer également pour défendre sa patrie avec un sens moral, mais c'est la limite. Le guerrier professionnel, lui, va combattre noblement et ne pas faire d'actes d'atrocité. Les actes d'atrocité sont toujours commis par des gens irresponsables, soit sous l'emprise d'alcool, soit sous l'emprise d'une haine qui est manipulée. D'accord ? Mais le soldat professionnel doit rester froid. Ensuite, nous sommes face à une guerre mondiale qui est déjà là, mais c'est parce que nous sommes dans une guerre de civilisation. Une guerre quasi morale, quasi divine. Alors, j'ai écouté il y a quelques jours la dernière vidéo de M. Charles Gave et de sa fille, qui, marchant sur des œufs, n'ose pas dire les choses telles quelles. Mais nous sommes dans une guerre du bien contre le mal. Bon, lui, il appelle ça d'une manière philosophique, assez jolie, les hommes des bateaux, les Anglais, les Hollandais, les Américains, ceux qui ne veulent que du capital pour le capital, soumettre les autres, etc. Et les gens des armes, ceux qui veulent vivre dans une écologie, dans une nature, dans leur pays, dans leur espace de paix. Eh bien, les gens des bateaux ont créé la guerre en Ukraine. D'accord ? Les Russes ont dû réagir, maintenant on le sait, face à une quasi-invasion ukrainienne, des bombardements de plus en plus intensifs sur le Donbass, donc ils ont fait une guerre de pacification, comme les Français ont fait lorsqu'ils ont envahi Alger. C'était une guerre de pacification pour arrêter la piraterie, dont je rappelle, je vous refais un petit clin d'œil sur l'introduction, les pirates turcs sont allés jusqu'en Islande, non, mais vous imaginez, c'est pas la porte à côté, pour aller chercher des esclaves, ils pirataient partout. Donc au bout d'un moment, quand les petits moustiques vous piquent, ben, à un moment donné, il faut réagir et prendre des moyens. Alors, les Russes font une guerre moderne, donc c'est spectaculaire parce qu'ils détruisent des maisons, mais avant, ils essayent de les vider. D'accord ? Si nous étions dans une guerre de professionnels et une guerre de guerriers, eh bien, les Ukrainiens auraient choisi un terrain. C'est comme ça qu'on faisait la guerre avant. On choisit un terrain, on donne rencontre, l'armée russe arrive, l'armée ukrainienne arrive, et ils se confrontent sur un terrain sans civils. D'accord ? Ça s'appelle faire la guerre noblement. Le meilleur gagne. Mais bien sûr, c'est les Russes qui gagnent à 90%. D'accord ? Parce que les Ukrainiens sont totalement sous-équipés par rapport aux Russes. Comme ils le savent, comme les gens des bateaux, c'est-à-dire les malins, c'est-à-dire les capitalistes anglais le savent, ceux qui veulent une société mondiale déconstruite le savent, eh bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une sale guerre. Sale guerre, c'est quoi ? C'est une guerre, ce que les nazis ont fait en 1945, d'accord ? C'était la guerre de destruction totale. C'est-à-dire que les enfants devaient faire la guerre, les femmes, tout le monde, c'est jusqu'à la mort. Mais ça, c'est du fanatisme. Les Ukrainiens, les Russes ne vont pas exterminer les Ukrainiens. Ça, c'est de la propagande hollywoodienne. D'accord ? Donc, au lieu de se rendre et trouver un compromis intelligent, eh bien, des extrémistes, je pense une infime partie, font de la guérilla. Ils se cachent dans des immeubles, dans des maternelles, prennent du bouclier humain, etc. Ça, c'est la sale guerre. Ça, c'est pas une guerre de professionnels. Ça, c'est une sale guerre. C'est une guerre de fanatisme. D'accord ? Et les Russes progressent doucement parce qu'ils essayent de protéger la population. Je rappelle que la population qui est à l'est de l'Ukraine, ce sont des russophones. C'est le même peuple. C'est pas comme si la Russie avait envahi la Pologne. Catholique, langue différente, culture différente. Là, c'est quasiment une guerre civile. D'accord ? C'est ça la complexité de ce conflit. Donc, il faut distinguer les types de guerres, il faut distinguer également pourquoi on se bat. Et là, il faut bien comprendre que, je reprends l'exemple de ce grand-père écossais, parce que, vous savez, moi je suis écossais, mais donc ça m'a touché. Et ce monsieur est sans doute dans une illusion persuadé d'aller faire le bien. Ce grand-père va en Ukraine défendre la démocratie. Mais c'est là où les Américains sont si forts en propagande. Ils arrivent à faire croire au monde entier, dans une hystérie collective, que les Russes sont les méchants. Alors que c'est les Américains, les gens des bateaux,
qui sont en train de déconstruire et de détruire notre civilisation. Où des hommes, parce qu'ils se disent femmes, vont faire des compétitions olympiques de natation avec les femmes. Donc du coup, ils les éclatent, quoi. Le mec, il fait 2 mètres, il a une musculature différente. Enfin, mais voulez-vous vivre dans cette société où on fait venir par milliers et des milliers de migrants en Europe pour déconstruire notre société? Là, du coup, pour la niveler par le bas, réellement. Pour créer une sous-classe de prolétaires, consommateurs, travailleurs, dociles. Les gens qui vont en Ukraine vont défendre ce modèle de société. Vous pensez que l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Iran, le Mexique en partie, parce qu'ils sont tellement près des États-Unis qui sont pris à la gorge, mais enfin, 70% du monde ne veut pas de ce modèle de société. On veut pas de pédophiles au pouvoir, de corrompus, de malins, de gens comme le président de la République actuelle en France, impliqués dans des affaires de corruption avec des cabinets de conseil avec des milliards. Et lui, son patrimoine, il a juste une petite maison. Hein. Mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Donc, pour conclure, sachez pour qui vous vous battez. Battez-vous pour le bien. D'accord ? Et le bien, c'est certainement pas en ce moment les États-Unis. Je pense pas. Je pense que ça, c'est plutôt le mal. Pour l'instant. Donc, votez correctement. Je le redis. Moi, à la limite, je m'en fous, mais Zemmour, Mélenchon ou Le Pen, puisqu'il n'y a que ces trois-là qui proposent de sortir de ce modèle-là. D'accord ? Les autres sont tous des mondialistes. Et ils travaillent pour la même église. D'accord ? L'église du malin, du mal. Ils veulent déconstruire encore plus la société. Ils veulent créer une société nivelée par le bas. Ils veulent une société déconstruite. Ils veulent rompre toute nation, tout esprit culturel uni, tout ce qui peut avoir du lien, ils veulent le détruire pour avoir cette société de consommateurs bateaux, vous voyez, de lambda, pour continuer à eux à vivre dans leur espace de paix délirant, d'ultra riches, avec tout ce qui va avec. Donc, on est au-delà d'une lutte de classe, on est au-delà d'une lutte raciale, on est dans une lutte de survie du sens moral de l'humanité. Voilà, je pense, où on est aujourd'hui. Et cette hystérie européenne et américaine le démontre. Face à des gens qui ne veulent juste défendre leur société et leur peuple dans cette guerre préventive, dans laquelle ils ont été acculés. Ils n'avaient plus le choix. Donc, votons bien. Défendons le bien, notre intérêt, l'avenir des enfants, l'avenir de cette planète. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.